Donc, on va parler dans une première communication de l'évaluation initiale dans le cancer du rectum avec l'IRM par Nora Frulio. Voilà. Donc, je vais vous parler donc du bilan initial du cancer du rectum par IRM. Donc, l'IRM, c'est un élément clé dans la prise en charge puisqu'elle va permettre de répondre aux questions suivantes. Y a-t-il besoin d'un traitement néoadjuvant? Si oui, quel traitement on va pouvoir faire? Et puis, quelle chirurgie peut-on envisager? Est-ce qu'on va pouvoir envisager une conservation sphinctérienne? Est-ce qu'on va pouvoir envisager une préservation d'organes? Donc, je vous montre ici ce cas de cette patiente de 85 ans qui a cette petite tumeur là, enfin, du bas rectum, qui, vous le voyez très bien ici, infiltre le sphincter interne à gauche, qui n'infiltrait pas l'espace intersphinctérien ni les releveurs, et donc qui était classé en IRM MRT2, et il n'y avait pas de ganglion, donc MRT2 N0. Donc on verra en fin de présentation ce qu'on pouvait lui proposer. Donc l'IRM rectal, je vous montre cette publication donc, qui est faite par le groupe Grercar, qui est une publication sur les recommandations. Elle est sortie il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, sur les recommandations sur le bilan initial du cancer du rectum en IRM. Et il y a également la même version sur le post-traitement. Donc, je vais insister beaucoup sur le protocole IRM. Donc, c'est un protocole qui est standardisé et il faut que l'IRM soit bien faite pour qu'il y ait une bonne interprétation et donc pour qu'on puisse bien répondre aux questions. Donc, bien sûr, on n'utilise pas de sonde endorectale, on ne fait pas de lavement. Le balisage par le gel échographique, il est optionnel. Moi, en pratique, je l'utilise très peu. Je commence sans balisage et ensuite, s'il y a besoin, je vais baliser en général pour des petites tumeurs ou des polypes ou si vraiment je m'en sors pas. Mais on balise pas parce que souvent les patients ont des radiothérapies derrière et notre radiothérapeute, elle va fusionner nos images d'IRM avec son scanner de centrage et elle balise pas, donc elle aime bien quand c'est pas balisé. Et puis on dit que le balisage augmenterait un petit peu la marge longitudinale et diminuerait la CRM, donc on évite de baliser. Quand on balise, on met pas 2 seringues pleines de gel, on met au maximum 60 ml. L'antispasmodique, il est indispensable, sinon les images elles sont floues et le plus optimal c'est le glucagon. Donc les séquences, j'insiste aussi parce que clairement quand on relit des IRM, une IRM sur 2 est pas faite comme il faut, hein, pas faite selon les recommandations, que ce soit les recommandations Grercar ou que ce soit les recommandations d'Esgar. Donc ce sont des séquences qui sont pondérées en T2, en spin écho et en 2 dimensions et on sature pas le signal de la graisse. On commence toujours par une séquence donc sagittale T2 là qui a un petit peu grand champ de vue qui permet de repérer la tumeur, de positionner, donc on va positionner grâce à cette séquence les plans de coupe haute résolution. On va pouvoir mesurer sur cette séquence la taille tumorale, on peut déterminer la marge longitudinale et on fait également un premier look sur les ganglions. Ensuite, donc, on va faire ces coupes haute résolution qui vont être parallèles et perpendiculaires au grand axe de la lésion, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment les coupes qui sont capitales, vraiment indispensables. Haute résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe fin, on coupe en 2,5 mm et on utilise un petit champ de vue. Vous voyez que là, vraiment, on a réduit l'information, puisqu'on perd l'information latérale, mais on se concentre vraiment sur le rectum. Donc, on a vraiment un petit champ de vue de manière à avoir une très, très bonne résolution dans le voxel qui est à moins d'1 millimètre. Et donc, on peut très, très bien analyser le T. Comme ça, on va pouvoir bien faire le T et puis également tout le reste de l'analyse. Donc, ça, c'est vraiment des séquences qui sont capitales et malheureusement, elles ne sont pas toujours faites comme il faut. Et puis, on rajoute ensuite donc une diffusion. Et puis, en option, vous avez ici un T2 grand champ, nous on le fait en systématique, et également le T1 3D après injection qui est également optionnel. Donc, si on fait tout ça avec le balisage inclus, il faut quand même compter une demi-heure d'examen dans la machine. Si vous enlevez les 2 dernières séquences optionnelles, il faut compter 20 minutes. D'accord ? Nous, ce qu'on voit beaucoup, qui est fait malheureusement dans les cliniques, les centres privés, c'est ces séquences-là, 3D T2, parce qu'un 3D T2 cube, ça prend 5 minutes, et après, ils nous reconstruisent dans tous les plans, mais ça, c'est pas recommandé pour l'imagerie du rectum, que ce soit par le groupe Grercar ou que ce soit par le groupe Mercury ou par le groupe que l'ESGAR, donc il ne faut pas faire ça, et il ne faut pas non plus utiliser des séquences T2 FATSAT. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas bien la différence, la résolution est moins bonne, résolution spatiale et résolution de contraste, elle est moins bonne, on n'arrive pas bien à différencier la tumeur par rapport à la paroi.
Voilà, ça c'est un T2 3D cube classique, très fait. Alors, je ne vais pas citer les centres qui le font, mais peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront. Et puis le T2 FATSAT, mais vous voyez que ce n'est pas recommandé. Hein, il y a des recommandations qui sont écrites et on dit bien qu'il ne faut pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est ces séquences T2 haute résolution, donc en spin écho, et où vous voyez, on voit très bien les différentes couches pariétales, et on voit bien ici cette petite tumeur qui dépasse la musculeuse et qui est un petit T3. Alors, le compte-rendu, donc je vous ai dit que le protocole, il est standardisé, donc il faut bien faire un bon protocole. Le compte-rendu aussi, il est standardisé, et donc votre radiologue, il doit mettre ses 10 points dans le compte-rendu. Sinon, c'est que c'est pas bien. Donc d'abord, on va localiser la tumeur. Donc, est-ce que c'est une tumeur du haut, du moyen bas rectum? Donc, les tumeurs du bas rectum, elles sont définies par rapport au bord supérieur du canal anal. Donc, c'est tout ce qui est à moins de 2 cm. Et les tumeurs du haut rectum à plus de 7. Et entre les deux, c'est du moyen rectum. Ensuite, on va vous donner le degré de circonférence. En général, on vous donne les rayons horaires. On va mesurer la taille tumorale. Donc, le plus souvent, on vous donne le grand axe dans le plan sagittal. Il y a des centres qui font des volumétries, mais ce n'est pas fait en systématique. On va vous dire le type de tumeur et surtout le signal, et notamment est-ce qu'il s'agit d'une tumeur mucineuse dont le signal est un peu plus hyper T2, parce que ces tumeurs, elles sont de moins bons pronostics. Alors, l'extension pariétale, donc le MRT, ce qu'on appelle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écho endorectal, déjà, elle est supérieure à l'IRM, il faut vraiment être honnête, pour différencier les adénomes des petits cancers dégénérés. Donc, et la deuxième élément, c'est qu'elle est supérieure à nous pour différencier les T1, SM1, SM2, SM3, ça c'est vraiment, bon, on essaye des fois de jouer, mais vraiment, et également les T1 versus les T2. Donc, déjà, il faut avoir ça en tête. Donc, deuxième chose, c'est quand on est face à un polype. Très régulièrement, on a ce type de tumeur, ces polypes, et on nous dit est-ce que ça va infiltrer en profondeur ou est-ce qu'on va pouvoir faire des résections. Voilà, ça c'est le gastro qui nous pose tout le temps ce genre de questions. Donc, c'est toujours compliqué en IRM, on est vraiment, faut savoir qu'on est moins performant que les co-endo, mais on va essayer. Et pour être bien, il va vraiment falloir repérer le pied ou la base d'implantation du polype, et nos coupes haute résolution, on va devoir les mettre parallèles et perpendiculaires au pied. Vous voyez, le pied, il est là, et là, ça n'a pas été fait chez nous, mais effectivement, là, c'est pas pile dans le plan. Voilà exactement ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, il aurait fallu se mettre dans ce plan. Et vous voyez que quand on se met dans le plan bleu, eh bien ici, le radiologue a surestimé la tumeur en disant c'est un T3 parce que ça dépasse la musculeuse. Et en fait, c'était un PT1. Donc, et le gastro a pu faire la résection endoscomique. Donc, vraiment, il faut essayer de bien couper dans le plan du polype, et il faut savoir quand même les limites un petit peu de l'IRM. Alors, là, je vous montre ici un T2. Donc, le T2, c'est la tumeur donc, qui vient envahir la musculeuse. Donc, on voit la musculeuse ici en noir qui est franchie, mais qui n'a pas dépassé. Les T3, donc quand on a un T3, c'est la musculeuse qui va être dépassée. Et pour tous les T3, on doit mesurer ce qu'on appelle l'EMS. Donc, c'est l'extramural spread. C'est la portion au-delà de la paroi. Donc le T3A, donc c'est moins de 1 mm, quand ça dépasse de moins de 1 mm la musculeuse. Le T3B, c'est entre 1 et 5, T3C, donc 5 à 15, et T3D, plus de 15 mm. Et l'EMS, c'est un facteur pronostic majeur parce que vous voyez que la survie spécifique du cancer à 5 ans est de 85% pour les T3 faibles, hein, c'est-à-dire les T3A et B, et contre 54% pour les T3 C et D. Alors, voici ici, après, juste pour vous montrer, le T4A, donc ça, c'est l'infiltration du Douglas, de la séreuse, et le T4B, c'est quand ça envahit les organes de voisinage, donc là, c'était une infiltration sur les vésicules séminales. La CRM, donc c'est ce qu'on appelle la marge de résection circonférentielle, c'est la plus petite distance entre le bord externe de la tumeur et le fascia mésorectal. Il faut également donner la CRM avec les emboles vasculaires, avec les ganglions quand ils sont pathologiques et avec les dépôts tumoraux qu'on appelle les node deposits. Donc il faut le faire. Et on considère qu'elle est positive quand elle fait moins d'1 millimètre. Et également, donc ça veut dire que quand elle est envahie, il y a un risque de récidive locale et de métastase à distance qui est plus élevé. Donc la CRM, bien sûr, on ne la fait que pour les T3. On ne la donne pas pour les T2 et le T4, à partir du moment où l'organe est envahi, évidemment, on ne va pas faire une CRM. Et évidemment, elle ne s'applique qu'aux tumeurs qui ne sont pas au-dessus du plan de réflexion péritoniale puisqu'il n'y a plus de fascia mésorectale au-dessus.
Alors, la marge de résection longitudinale, donc c'est la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et le bord supérieur de l'appareil sphinctérien. Et on vous donne toujours la taille du canal anal, puisque vous savez qu'il peut varier, bien sûr, d'un patient à l'autre, entre 2 et 5 cm en moyenne. Pour les tumeurs du bas rectum, on va bien vous donner les différents rapports avec les différentes structures de l'appareil sphinctérien. Donc, vous voyez ici cette tumeur antérolatérale gauche qui envahit le sphincter interne et qui focalement ici vient envahir l'espace intersphinctérien et qui vient même au contact du faisceau puborectal ici. Donc voilà, vous voyez qu'avec ces séquences haute résolution, on arrive quand même à bien analyser. L'extension ganglionnaire, donc on différencie les ganglions locaux-régionaux dits anatomiques, c'est-à-dire qui vont partir dans la TME standard, dans l'excision totale du mésorectum, donc c'est les ganglions du mésorectum, présacré, mésentérique inférieur. Et puis il y a les ganglions locaux-régionaux dits extra-anatomiques, c'est-à-dire qui partent pas dans la TME, c'est les ganglions iliaques internes, ilio-obturateurs. Et puis après, il y a les ganglions non locaux-régionaux qui sont considérés comme des métastases, c'est les ganglions iliaques externes, etc. En pratique, nous, quand à Bordeaux, moi je suis donc au CHU à Bordeaux, quand on a des ganglions locaux régionaux comme ça, là, extra-anatomiques ou non locaux régionaux, en pratique, on a tendance à faire un TEP pour confirmer. Donc, vous connaissez le stade N, donc pour les ganglions locaux régionaux, donc jusqu'à 3 ganglions c'est N1 et à partir de 4 ganglions c'est N2. Okay, donc, quels sont les critères de positivité des ganglions locaux régionaux? Donc, on a des critères. Alors, on n'est pas non plus, on peut se tromper, vous le savez, mais on associe des critères de taille et des critères morphologiques. En gros, on considère qu'un ganglion est positif quand il fait plus de 8 mm, ou s'il est compris entre 5 et 8 mm, il va nous falloir 2 critères morphologiques suspects, ou quand il fait moins de 5 mm, il va nous falloir 3 critères morphologiques suspects. Les critères morphologiques, c'est quoi? C'est l'irrégularité des contours, c'est le caractère arrondi, c'est le signal qui est hétérogène, c'est les petits spicules qu'on va aller chercher au niveau de ces ganglions. J'insiste encore que sur les coupes haute résolution qui nous permettent de faire une analyse comme ça. Ça, sur le T2 cube 3D, ça, on ne fait pas bien. Les cas particuliers donc des dépôts tumoraux, ce qu'on appelle les node deposits. Donc ça, c'est un facteur de mauvais pronostic. C'est la présence donc de tissu tumoral nodulaire à côté de la tumeur, mais pas directement en continuité, qui est souvent centré par un vaisseau ou pas loin d'un vaisseau. Et donc c'est dans la très grande majorité des cas associé à des EMVI. Ici, vous avez la différence avec un ganglion. Bon, il y avait un gros EMVI, là, vous voyez bien avec les vaisseaux également à ce niveau-là. Mais voilà, il faut bien faire la différence parce que c'est de moins bons pronostics, un node déposite qu'un ganglion. Et puis, enfin, donc pour finir, les images d'invasion vasculaire. Donc, c'est quoi? C'est l'existence de la tumeur dans un vaisseau qui va être de grosse taille, qui va être élargi, de signal tumoral. Et ça, c'est un facteur également de mauvais pronostic. Nous, en pratique, quand il y a des EMVI, souvent, on va faire un TEP et en systématique, il faut faire une IRM hépatique parce que dans un cas sur deux, il va y avoir des métastases. Vous savez que l'IRM, elle est plus sensible que le scan pour dépister les métas. Donc, au CHU, on fait comme ça. EMVI égale IRM hépatique en pratique. Alors, au final, donc, une fois qu'on a fait ces 10 points du compte-rendu, on va trouver des facteurs pronostiques dans notre compte-rendu. Donc, on va essayer de trouver les facteurs de mauvais pronostic. Donc, c'est quoi? C'est les T3C, les T3D, les T4. C'est la présence d'un envahissement du canal anal. C'est la présence de dépôts tumoraux. Donc, c'est node deposit. C'est une CRM envahie. C'est la présence de MVI. Et s'il y a au moins un de ces 5 critères, il va falloir proposer un traitement néoadjuvant. Alors évidemment, vous savez qu'on propose aussi des traitements néoadjuvants pour des petites tumeurs sans facteur de mauvais pronostic, mais là c'est en vue d'une préservation d'organes selon par exemple ce qui a été fait selon le GRECAR12. Donc pour finir, je voudrais réinsister sur le fait de demander à vos radiologues de faire un bon protocole. Il y a des recommandations dans la littérature, des recommandations internationales, européennes. Nous, on a fait également avec le groupe RERCAR, on a refait cette mise à jour sur les recommandations. Donc le protocole, il doit être bien fait, les coupes haute résolution, dans le bon plan, et puis le compte-rendu, il doit être standardisé. Et donc, je reviens sur notre petite patiente de 85 ans, donc cette tumeur du bas rectum qui prend le sphincter interne sans envahir l'espace intersphinctérien. Donc, en théorie, elle devrait avoir, puisqu'elle envahit le sphincter interne, une AAP ou une RIS totale. Je crois, je ne suis pas chirurgien, mais je crois que c'est ce qui avait peut-être été proposé. Mais on peut lui proposer, on est d'accord, un traitement néoadjuvant pour essayer d'éviter ça. C'est ce que cette dame a eu. Et donc, on lui a fait un traitement néoadjuvant, elle a eu de la radiochimio, et après traitement, mais je fais juste la petite parenthèse après pour Stéphanie qui va
vous parlez du traitement après, de tout ce qui est l'IRM après traitement néoadjuvant. Vous voyez ici avant. Après, on a juste cette petite cicatrice fibreuse. On voit ici juste là en T2. On la voit même plus en coronale. Donc, elle est classée YMRT0N0TRG1. Elle a eu une tumorectomie transanale. C'est dans le cadre du protocole Gricard-12. Elle était YPT0 NX. Et là, on l'a suivie. On est maintenant à 5 ans et elle est toujours en rémission. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Alors, en post-traitement, moi, je les balise tous. Moi, les post-traitements, ils sont tous balisés, mais le pré-traitement, clairement, non. Et surtout, c'est Véronique Vendrely, la radiothérapeute, qui nous a demandé de ne pas le faire parce que elle fusionne ses images avec l'IRM et que du coup, elle n'a pas les mêmes repères parce que le fait de baliser, en gros, vous avez 1 centimètre à peu près, on augmente à peu près d'1 centimètre la marge longitudinale, même en mettant peu de gel. Souvent, voilà. C'est pas les mêmes protocoles avant et après. Ouais, juste le balisage. Le reste, c'est exactement la même chose. Enfin, après, non, on rajoute la zoom et elle va vous en parler, la div zoom. Et voilà, je sais pas, est-ce que tu imagines que tu... Non, t'en parles pas. Bon. Ok, bon. Moi, j'avais une question toute petite. Les ganglions, on n'est pas très bon pour les prédire. Est-ce qu'il y a des choses dans le pipeline qui sont un petit peu excitants, où on se dirait, ah, ça c'est sûr, des nanoparticules de fer ou autre chose, où il n'y a rien qui sort? Non, Okay. non, malheureusement, non. On sait nos limites, quoi. Voilà. Quand on a un doute, surtout sur les extra anatomiques, on fait le TEP et bon, si le TEP ça fixe, bon, on va se dire, bon, celui-là, il est quand même suspect. Voilà. C'est parti pour le traitement de réévaluation. Donc, c'est un peu le truc un peu difficile quand même. Hein. La réévaluation, vous n'êtes jamais content avec ce qu'on vous dit. Donc, on y va. Alors, première chose, le protocole. On n'insistera jamais assez. Je pense que Nora vous l'avez assez dit. Le protocole, c'est exactement la même chose avant, après. On refait le même protocole. Une acquisition donc, dans les 3 plans T2, une séquence de diffusion et vraiment ce qui est important c'est le timing après la radiochimio parce que si vous les faites trop tôt, on voit rien, on voit pas de changement et du coup là on va dire qu'il n'y a pas de fibrose, il n'y a pas de réponse et ça va pas. Donc c'est vraiment minimum 6 à 8 semaines après la radiochimio. Et la deuxième chose pour laquelle je voudrais insister, c'est en fait ces IRM haute résolution. Et donc, quand vous allez demander à votre radiologue est-ce que tu as fait une IRM haute résolution, on va vous répondre mais oui, c'est toujours une IRM haute résolution dans le pelvis. Et en fait, c'est pas une IRM haute résolution. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on change la taille de notre voxel. Pour avoir des séquences rapides, on fait des gros voxels et donc on a une précision qui est pas bonne. Et si on fait des petits voxels, là, vous voyez vraiment la différence entre vraiment des petits voxels. Donc, on voit vraiment la différence avec la fibrose versus là où l'image, elle est complètement floue. C'est vraiment différent. Et donc, juste challenger votre radiologue pour savoir quelle est la taille du voxel. Et en fait, ça doit être aux alentours de 1. Et a priori, premièrement, il ne va pas le savoir. Et deuxièmement, s'il regarde, vous allez voir que ce n'est pas du tout des IRM haute résolution. Donc vraiment, ça, c'était l'aparté sur le protocole. La deuxième chose dans l'évaluation de la réponse, c'est vraiment, moi je conçois l'évaluation de la réponse, c'est vraiment de façon conjointe avec le chirurgien. Nous, on a organisé donc à l'ICM à Montpellier, moi j'ai ma vacation d'IRM rectale le mardi après-midi, en même temps que la consultation de Philippe Rouanet. Donc en fait, on relie les IRM ensemble. Et effectivement, on s'appelle, on regarde s'il y a une discordance. Et c'est là où on apprend le plus et c'est là où on peut vraiment discuter parce que lui, il n'a pas les mêmes attentes. Effectivement, moi, il y a des moments où je ne sais pas, mais peut-être qu'il ne va pas placer le patient sur un watch and wait, donc ça ne sert pas à grand-chose que je réfléchisse trop sur ce type de patient. Alors qu'un autre, là, le watch and wait va se poser, et donc c'est là où c'est vraiment important que je lui donne une réponse vraiment importante. Donc, on a organisé ça, ça fait 7 ans, et c'est vrai que ça marche très très bien. Donc vraiment, la collaboration radio-chirurgicale, elle est majeure. Et donc maintenant, l'évaluation de la réponse. Donc pour ça, ce qu'on a mis en place donc avec le groupe RERCAR, ça s'appelle la RAC Analysis. Parce que en fait, c'est tout simple, une évaluation de la réponse. C'est vraiment 3 points. La réponse, est-ce qu'il en reste ou pas? Et s'il en reste, répondre à ce que vous attendez, c'est-à-dire l'atteinte du canal anal et la CRM. Donc comment on évalue la réponse? Donc on a ce fameux MRTRG qui a été créé par Gina Brown depuis maintenant une dizaine d'années. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas une comparaison de avant-après. C'est à la phase de votre restaging, quelle est la proportion entre la tumeur versus la fibrose.
Et en fait, en termes de pourcentage, on va regarder ce qui reste plus ou moins. Et donc, effectivement, on a un score qui va de 1, où on a vraiment une réponse complète, vers un score de TRG5, où là, il n'y a pas eu de changement. Donc, juste quelques exemples. Donc, un TRG1 ici, donc vous voyez avant-après, on a juste une mini cicatrice fibreuse. Avant-après ici, un TRG2, avec donc une épaisseur de la fibrose un peu plus importante. Là, on va dire que c'est 50-50. Avant-après, donc vous voyez, il y a de la fibrose et un petit peu de tumeur. Et là, un TRG4 où il reste vraiment beaucoup de tumeurs. Donc ça, c'est la partie T2. Et ensuite, on combine avec notre séquence de diffusion. Donc la diffusion, en fait, l'idée, c'est qu'elle va détecter tout ce qui est résidu tumoral au sein de la fibrose. Donc par exemple, ici, avant-après, on voit, on a une tumeur initiale qui est assez volumineuse. Après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vraiment une importante réponse fibreuse, une réponse plastique ici, et du coup, on n'arrive pas trop à savoir ce qui reste de la tumeur. On applique la diffusion avant-après, et là, vous voyez en fait qu'il reste un résidu ici qui était T2, et en fait ici, c'était un épaississement fibreux de la musculeuse. Avant-après ici, sur une réponse complète chez un patient qui avait une tumeur du très bas rectum. Donc effectivement, la diffusion, ça nous aide. Le problème de la diffusion, c'est qu'on a des artefacts, et ces artefacts, ils sont liés à l'interface eau-air, et dans le rectum, on a de l'eau et de l'air. Et c'est vrai que la problématique du gel, c'est qu'on rajoute en fait de l'eau et de l'air, et c'est là où on est un petit peu... ça va être un petit peu compliqué, des fois, d'avoir une diffusion de qualité. Alors nous, on est passé à donner des lavements aux patients, donc en fait... pour avoir complètement un rectum qui est vide et pour avoir une séquence de diffusion vraiment accurate. Mais ça, on était obligé puisqu'on a une nouvelle IRM 3 Tesla qui ne supporte pas les artefacts, donc sinon, c'était plus possible. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc au final, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 cas de figure. Soit il en reste, et ça c'est facile, hein, on est très très bon pour ça. Soit il en reste plus du tout, et il y a une réponse vraiment complète. Et puis après... on est dans les 75% de nos IRM, où là, on a une grosse fibrose, et c'est là où on est un petit peu plus embêté, et c'est là où vous nous demandez, et qu'est-ce qu'on fait ? Donc juste ici, un cas où, évidemment, on n'a même pas besoin de la diffusion. Hein. Avant, après, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse bourgeon tumoral ici. Dans ce cas-là, avant-après... pardon, c'était avant-après ici. Non, c'était avant-après ici, et avant-après ici. Donc là, il y a une réponse complète, on ne voit plus du tout la tumeur. Donc là, ce sont des cas très faciles. Et là, c'est les cas difficiles. Donc avant-après, grosse fibrose. Donc c'est là où la diffusion vraiment va aider, puisque si on l'applique sur ces cas-là, on va voir si effectivement il y a quelque chose qui flash en diffusion. Et donc par exemple ici, 2 cas, avant, après, pareil, de la fibrose. Il me semble, voilà, j'avais la diffusion. Donc la diffusion ici, elle est positive. Donc vraiment un gros spot en diffusion. Et donc ce patient était YPT2. Et dans ce cas-là, il n'y avait rien en diffusion et c'était un T0. Donc c'est vrai que c'est la combinaison entre une évaluation morphologique T2 et la séquence de diffusion. Et c'est ce qu'on a mis donc dans les recommandations. Donc en fait, on classe nos patients soit en mauvais répondeur ou en réponse partielle, où il en reste, soit sur le T2, soit sur la diff, et ceux-là, souvent, ils sont référés à la chirurgie. Soit on a des réponses complètes, où on ne voit plus du tout rien, donc là, on est super content. Et puis, on a ces fameux TRG2, avec une épaisseur de fibrose qui peut aller jusqu'à 1 cm, où on ne voit plus rien sur la diffusion, où on voit un mini-spot. Et c'est là où, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce qu'on fait, en tout cas chez nous, et je pense que c'est le but du protocole également EVAREC, on va refaire l'IRM. Et alors, on fait des IRM entre 6 à 8 semaines après, et c'est vrai que là, on voit vraiment souvent une différence. Une fibrose, donc soit en fait qui va s'amincir, et donc là on se dit tiens c'est parfait, on va le mettre dans un watch and wait, soit effectivement ça n'a pas bougé, ou on a carrément un regrowth, et à ce moment-là, ce patient va être référé vers la chirurgie. Mais c'est vrai que je vous encourage à demander des nouvelles IRM lorsqu'en fait on n'est pas certain dans une politique, et s'il y a vraiment une indication de faire un watch and wait, parce que ces patients à 6 à 8 semaines vont devenir négatifs.
Donc juste quelques exemples. Ici, avant, après, vous voyez très bien qu'il en reste. Ça, c'est facile. Sur la diffusion aussi, c'est une réponse partielle. Pareil ici, avant, après et la diffusion. Tout va très bien. Et là, avant, après, une jolie fibrose. Absolument rien sur la diffusion. Alors celui-là, on trouvait que la fibrose était un tout petit peu épaisse. Du coup, on l'a contrôlé à 1 mois. Et effectivement, après, il n'y avait vraiment encore plus rien. La fibrose était encore plus fine. Et donc, il a été mis en place dans un watch and wait. Là, je vous parlais des fois, la diffusion peut être positive. Donc là, vous avez une très très jolie réponse avec juste une minime cicatrice qui fait vraiment 1 millimètre. Et pourtant, on avait un petit spot sur la diffusion. Et au final, ce patient était vraiment en réponse complète. Donc ça, c'est pour l'évaluation de la réponse. Première partie, donc soit il en reste plus ou presque plus et on va recontrôler. Mais lorsqu'il en reste, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de nous et ce que vous demandez à votre radiologue? C'est vraiment l'évaluation du canal anal. Alors, on a une publication, vous avez, et je crois que c'est Quentin, tu as participé, sur le T3 intersphincteric plane, ce qu'on a rajouté, nous, dans nos derniers comptes rendus, parce que, effectivement, c'est important pour vous de savoir si, lorsque la tumeur descend vraiment en bas, s'il y a une infiltration de l'espace intersphinctérien. Donc, dans nos comptes rendus, en plus de décrire, vraiment, on essaye de différencier ce qui va être du T3 avec une extension à l'espace intersphinctérien. Donc, comment on évalue? Et de nouveau, le protocole est vraiment majeur. En fait, on évalue avec des coupes coronales dans le plan du canal anal. Et donc, on va regarder chaque composant du canal anal. Et ça, on est vraiment très bon pour l'évaluation. Et donc, sur les séquences T2 qui sont bien faites dans le plan du canal, on va voir s'il y a une atteinte du sphincter interne comme ici, de l'espace intersphinctérien comme ici, ou au-delà, par exemple ici, du muscle puborectal. Donc ça, c'est la première chose à vous répondre, c'est atteinte du canal anal ou pas. Et la deuxième chose, c'est cette fameuse CRM. Et le problème de la CRM après la radiochimio, c'est que on rêverait tous qu'elle soit comme ça, cette CRM, avec une jolie portion de graisse dans le mésorectum, mais souvent, en fait, il y a des réactions fibreuses, et en fait, elle va être comme ça. Et donc ici, je vous présente 2 cas, donc 2 tumeurs qui sont vraiment très similaires avant la radiochimio. Et après, donc, on va avoir une réponse avec une cicatrice fibreuse, ici et ici. Donc là, on peut dire qu'elle est un petit peu plus triangulaire. Dans ce cas-là, il restait de la tumeur. Dans celui-là, il n'en restait plus. Mais bon, à un moment donné, on n'a que nos yeux et on ne peut pas vraiment aller plus loin que de dire il y a une cicatrice. Et donc, ce qu'on fait, on encourage vraiment les radiologues à faire ça, c'est de vous donner effectivement la localisation de là où ça se passe pour vraiment aller prendre une marge plus importante. Le dernier point, et volontairement, on en a très très peu parlé, notamment même dans les recommandations. En fait, quid du restaging ganglionnaire? Alors pour autant, à la baseline, on est vraiment mauvais, mais pour le restaging, on est plutôt beau, vraiment. Et en fait, on a des guidelines qui sont hyper simples. Donc soit les ganglions, ils disparaissent, c'est facile, soit ils sont moins de 5 mm et ils sont négatifs. Donc c'est vraiment hyper basique à retenir. Il y a des ganglions de moins de 5. Alors on n'est pas à 100%, hein, mais on est plutôt dans les 80-85% et on est plutôt pas mal. Et c'est vraiment un cut-off qui est à retenir. Donc moins de 5 mm dans le méso, c'est bénin. Donc voilà, donc ici c'est le compte rendu structuré et franchement je vous encourage à inciter vos radiologues à avoir des comptes rendus structurés à la fois pour baseline et pour la réévaluation, comme ça ils remplissent et vous avez vraiment une évaluation type de votre cancer. Alors quid juste du futur, on en parle beaucoup, c'est la radiomix et l'intelligence artificielle. Il y a des millions je dirais d'études qui sortent sur radiomique et cancer. Le problème, c'est que souvent, ce sont des petites cohortes ou des cohortes de plus gros volume faites en Chine où on a du mal à voir quelles sont les datas qui ont été récupérées. Et pour l'instant, en fait, la translation vers la pratique clinique est vraiment limitée, puisqu'on ne peut pas, parce que c'est des algorithmes qui sont faits homemade. Et donc, je pense que vous avez encore besoin du radiologue et peut-être d'ici 10 ans, on aura des algorithmes peut-être juste de détection en fait, de tumeurs, de ganglions, mais qui ne seront pas forcément hyper spécifiques pour aller chercher ce qu'on veut.
Alors voilà, donc du coup, je vais faire le cas clinique de hier. Alors, hop, je me retrouve. Est-ce qu'on profite de poser les questions après les Comme cas vous voulez. cliniques? Vas-y, on peut Ouais. quelques questions le temps que tu trouves ton cas clinique. Ouais, c'est bon. Voilà. Tu l'as? Oui, oui. Donc, Voilà. ici, donc c'est sur l'évaluation de la réponse. Donc là, je vous montre baseline, une grosse tumeur. Ici, vous avez le sagittal. La séquence axiale, ça descend vraiment beaucoup dans le canal anal. Une CRM négative, vous êtes tous d'accord. Probablement des emboles vasculaires qu'on voit ici. Donc vraiment une tumeur, hein. Pas de bon pronostic. On rajoute la diffusion. Voilà. Au moins là, on est certain qu'il se passe un truc, il y a une grosse tumeur. Donc, ce patient a une chimioradiothérapie. Et donc, on le réévalue. Alors, ce n'est pas un dossier de Philippe Rouanet. Vous le réévaluez à combien de temps après? Il est réévalué à... Ah, ça, c'était pas la question à poser. Il est réévalué après la radiochimio. Il n'a pas eu de chimiothérapie. S'il a eu la radiochimio Pas de standard. chimiothérapie première. Non, il a eu le protocole standard. Il a pas eu... Radiochimio longue. Voilà. Et donc, il ne fallait pas poser la question. Et donc, donc ce patient revient. Donc, on a l'évaluation après. Donc, voilà. Donc, vous avez avant, après. Hop, ici. Et je vais vous mettre notre fameuse séquence de diffusion. Voilà, donc là on est à peu près au même niveau avec ici la tumeur, vous voyez ici et ici. Donc on est assez d'accord pour dire qu'il en reste et voilà, il en reste et donc à la fois sur le T2, hein, on voit vraiment qu'il y a un signal hétérogène ici, il y a un petit peu de fibrome sur la portion externe et sur la diffusion clairement il y a vraiment un hypersignal en diffusion. Donc, ce patient est décrit comme une réponse partielle et donc va avoir une chirurgie. Et c'est le classique puisque sur la chirurgie, il est T0, N0. Oui, mais enfin là, on a envie de toute façon de l'opérer. C'est-à-dire que ce patient, aujourd'hui, notre politique, et s'il y a un message à faire passer, c'est quand même qu'on reste sur une approche sélective sur la préservation d'organes. Et donc, ce patient, vu la tumeur initiale, bon, aujourd'hui, effectivement, il aura une chimiothérapie en plus de la radiochimiothérapie standard. Mais vu la taille initiale, l'infiltration ganglionnaire, on a envie de l'opérer de toute façon. Donc, même s'il est T0 sur la pièce opératoire, le message, c'est que ce n'est pas une faute de l'opérer. Voilà. Oui, ah, vous êtes trop loin, monsieur Panis, j'arrive. Là, Donc, juste la finalité, c'est qu'en fait, la problématique chez ce patient, alors c'est un cas du NKI à Amsterdam, et en fait, quand ils ont revu pourquoi ils s'étaient trompés, en fait, c'est que la radiothérapie, l'IRM a été faite 2 semaines après la radiothérapie. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Parce que donc coup, les délais, ils sont importants à considérer. Les délais sont vraiment très, très importants. Ouais. Et si on n'attend pas, en fait, on n'a pas une réponse suffisante. Et donc, clairement, le message là, c'est que ça n'a aucun sens de faire une IRM 2 semaines après la fin des rayons. Aucun sens. Ça, et le deuxième message, c'est que par contre, on se trompe toujours aussi sur nos évaluations. Et c'est vrai que on a repris avec Philippe Rouanet une cohorte d'à peu près 300 malades et de regarder nos erreurs en fait de radiologue, où lorsqu'en fait sur la pièce il y avait des T0 et effectivement on est toujours. Alors, lorsqu'on a un radiologue non expert, on est à 70. Quand on a un radiologue expert, on est à 85, 89. Mais vous allez continuer à opérer des patients. Alors là, certes, comme disait Quentin, il y a une indication chirurgicale, mais des fois, on peut se poser la question de watch and wait et on se trompe encore. Yves. Oui, non, juste un commentaire. Là, on est d'accord que de toute façon,
il reste macroscopiquement un aspect de tumeur, donc tout le monde l'aurait opéré. C'est pas un crime d'avoir du T0 sur une pièce de TME, mais hier on a parlé, je crois que c'est Quentin qui disait ça, et là on le redit aujourd'hui. Moi, je ne suis pas archi d'accord. Si on a un T3N+, peut-être moins gros que celui-là qui était franchement plus que T3, un T3N+, qui répond très bien et qui est en diffusion, en réponse complète et au toucher rectal en réponse complète, moi j'aimerais savoir, poser la question aux experts, est-ce que vous considérez que ces patients sont opérés d'emblée du fait de la taille de la lésion initiale? Moi personnellement, je regarde le résultat final, et donc si le malade, il semble être au toucher rectal, en rectoscopie, en IRM de diffusion, en réponse complète, c'est pas parce qu'il est T3N+ de 4,5 cm de diamètre que je ne lui ferai pas une préservation d'organes. Alors, je suis radiologue, c'est vrai qu'on a des cas, enfin j'avais préparé des cas et on en a certains où ils sont en réponse complète. Et je pense qu'on a le droit aujourd'hui aussi de faire effectivement une approche opportuniste de préservation d'organes avec un suivi qui est bien fait. On ne perd pas de chance pour son malade. Une question là au fond? J'ai une question sur... On n'a pas parlé de la mucine. Il y a des tumeurs qui n'ont pas un aspect mucineux avant la prise en charge thérapeutique et qui, au final, après traitement, il y a de la fibrose, il n'y a plus trop de tumeurs et il y a de la mucine. Est-ce qu'on doit considérer, puisqu'il n'y en avait pas avant, que c'est de la mucine acellulaire, et dans ce cas-là, on peut ne pas les opérer, ou est-ce qu'il faut absolument considérer qu'elle est douteuse et qu'il faut les opérer? Alors, souvent, lorsqu'on relit l'IRM initial où on n'avait pas décrit la mucine, on peut se dire que c'était une tumeur qui était déjà mucineuse au départ, parce qu'il y a des microspots en hypersignal T2. Et c'est vrai que dans mon expérience personnelle, les tumeurs mucineuses, on les voit, elles sont souvent effectivement très denses de façon tissulaire, mais on arrive bien à les reconnaître quand même. On sait c'est elles qui vont répondre en termes de complètement de flaques blanche. Après, par contre, nous, les réponses mucineuses, on ne pourra jamais vous dire s'il y a une réponse complète ou pas, parce qu'on ne sait jamais s'il y a 3 cellules dans les flaques de mucine qui restent. L'objectif de la session, c'est de vous apprendre à vous, qui en tant que chirurgien colorectal êtes déjà plutôt très à l'aise dans l'imagerie du pelvis, d'analyser de façon efficace et systématique les IRM pour l'endométriose afin de ne pas méconnaître d'éventuelles lésions que le gynécologue ou le radiologue aurait pu louper, parce que c'est vraiment une thématique de l'erreur diagnostique, hein, l'endométriose en imagerie, et c'est notre principal problème à grande échelle. Il est donc nécessaire d'organiser pour nous le compte-rendu, et bien entendu, on fera un point sur les diagnostics différentiels. On ne va pas revenir sur les séquences qui n'ont pas d'intérêt pour vous. En tout cas, retenez qu'il y a en général peu de séquences, et quand vous verrez une IRM faite pour l'endométriose, vous en aurez 2, 3, parfois 4, et au-delà, c'est qu'il y a eu un petit souci lors de la réalisation des images. Pour l'analyser, il va falloir faire comme un radiologue classique, qui en général regarde du centre vers la périphérie. C'est comme ça qu'on regarde à peu près tous nos examens, la radio de thorax, le scanner thoracique ou autre. En regardant du centre vers la périphérie, vous aurez tendance de façon naturelle à regarder ce qui est le plus fréquent pour l'endométriose, qui est souvent central, et le moins fréquent, qu'on retrouve plutôt en périphérie. Vous pourrez vous aider au moins au début des classifications qui existent, les plus locales comme celle de la CIFEM ou plus internationales, qui vous permettront de checker chaque ligne, parce que l'endométriose, contrairement au cancer colorectal, qui évidemment vous allez regarder les ganglions et plus à distance, mais l'endométriose, vous pouvez avoir de grosses lésions totalement à distance de la région centrale qui vous intéresse en général au départ. Il faut éviter le sous-diagnostic évidemment, mais il faut éviter le sur-diagnostic, qui est un gros problème de l'endométriose. Pour ceux qui en opèrent, vous avez probablement entendu parler des atteintes décrites en général sur les ligaments entérosacrés qui correspondent à rien. C'est notre principal problème. Donc on va analyser point par point, en essayant d'être assez rapide, de quelle manière il faut regarder une IRM dans le cas d'une endométriose. Donc on regarde bien entendu au centre l'utérus, à la recherche essentiellement de l'adénomiose, qui peut être diffuse comme ici ou focale, et bien entendu sa forme externe, l'endométriose, enfin l'adénomiose externe, c'est des lésions de ce type-là, même anatomopathologie, mais mécanisme différent, c'est l'endométriose qui vient se coller sur l'utérus et pénétrer à l'intérieur du muscle, donc le mécanisme n'est pas le même, peu importe. Les annexes avec ces fameux endométriomes qui sont toujours très typiques, avec un signal hématique, souvent très homogène, parfois un petit sédiment. Ici, une image, et on passera sur les autres pour ne pas
s'apesantir sur des banalités d'hydrosalpinx ou d'hématosalpinx avec, on en voit un ici, hein, on le regarde ici, il aura ce caractère tubulé. Donc on le différenciera de l'endométriome par cet aspect plutôt tubulé, et dans certains cas, ces petites crénelures qu'on voit mal, typiques d'une trompe, avec dans certains cas, comme ici, un contenu hématique, souvent plus modéré que dans un endométriome. On parlera d'hématosalpinx ou d'hydrohématosalpinx. On va avancer plus rapidement sur les annexes parce que sinon on va sortir. On aboutira quand même assez fréquemment à des choses qui deviennent très difficiles à décrire, comme dans ce cas-là, avec l'accumulation d'endométriome et d'hématosalpinx qui deviennent quasiment impossibles à analyser, et on parlera assez fréquemment de ce qu'on appelle des complexes tubo-ovariens par analogie, en tout cas c'est comme ça qu'on le décrit en radiologie, par analogie aux infections génitales hautes de gynécologie. Quelque chose qui est un magma qui mélange de l'hydrosalpinx, de l'hématosalpinx et des endométriomes. Le gros morceau, le plus fréquent, les ligaments utérosacrés. Alors il y a des critères qu'il faut retenir, que les radiologues sont censés utiliser. L'atteinte du torus qui est nodulaire ici, et l'atteinte des ligaments utérosacrés qui doit être, pour poser un diagnostic avec plus de certitude, visible dans 2 plans de coupe orthogonaux, de plus de 5 mm, spiculés ou nodulaires, et faite de petits remaniements hémorragiques. Lorsque vous avez ces critères, vous dites qu'il y a une endométriose des ligaments utérosacrés. Quand vous ne les avez pas, vous ne l'éliminez pas, mais vous êtes censé, en tout cas le radiologue avec qui vous travaillez, j'espère n'est pas votre radiologue, comme on n'arrête pas de le dire, mais en tout cas celui avec qui vous travaillez, vous dira doute, et il faut l'accepter à ce moment-là. Donc là encore un exemple un peu plus charnu, qui repart un peu plus en arrière vers les lames, dont on parlera après. Un aspect nodulaire qui est très typique dans ce cas-là, un aspect qui infiltre la paroi pelvienne à cet endroit-là, et des petits spots micro-hémorragiques un peu discrets sur cette image, je suis désolé, mais qui renforcent la certitude diagnostique. Ici, un exemple qui n'a pas beaucoup d'intérêt si on veut aller un peu vite. L'atteinte qui va vous intéresser, qui vous fera en général intervenir avec le gynécologue, c'est l'atteinte du rectum, qui est toujours en continuité avec l'atteinte du torus, qui aura cette forme classique en diabolo, avec ici cette forme en axiale qu'on appelle la forme en champignon, ces éléments n'ayant pas une grande importance. L'IRM est extrêmement performante pour le diagnostiquer, mais comparable à l'échographie avec un opérateur entraîné, comparable à l'écho-endoscopie qu'en général on ne pratique plus de façon très marginale pour l'atteinte rectale. Un cas un peu plus important, peu importe, ici avec carrément la lésion prolabée dans le tube digestif. Vous aurez, lorsque l'atteinte est plus haute, qu'elle soit sur le grêle ou sur le sigmoïde, ici c'est des exemples sigmoïdiens, un aspect extrêmement typique en haricot avec le tube digestif qui s'entortille comme un serpent autour de la lésion. C'est toujours comme ça. 100% des cas, c'est comme ça. Donc en général, les gynécologues qui ont l'habitude, même les radiologues, peuvent se faire tromper lorsqu'ils voient vraiment le tube digestif qui tourne autour, je ne sais pas moi, de matière fécale ou autre. Rien que cet aspect va vraiment attirer le regard. Hein. On a la forme en tête en général. Donc là, 2 lésions hyper typiques d'atteinte plus haute, sigmoïdienne avec cette forme en haricot. Ces 2 cas cliniques n'ont pas d'intérêt. On va avancer. Les atteintes du rectum et du sigmoïde en continuité avec le torus peuvent être accompagnées assez fréquemment d'atteinte vaginale. La particularité de l'atteinte vaginale, c'est qu'elle est très, très, très fréquemment hémorragique. Pas toujours, mais très fréquemment. Donc, quand on voit de petits spots hémorragiques et qu'on a un doute sur un contact avec le vagin, en général, ça signe l'atteinte vaginale. Donc, on le décrit car elle a des conséquences qui sont sûrement abordées par mes confrères gynécologues ensuite. On balise presque jamais les IRM pour l'endométriose. Alors, quand il y a balisage, en général, c'est plutôt un balisage vaginal et non rectal, mais on peut faire les deux. On le fait quand on a un doute sur un nodule vaginal, comme ici, qui n'était pas visible initialement et qui devient visible après le balisage. On continue du centre vers la périphérie. Donc on a dit l'utérus, les ovaires, les trompes, le torus, le rectum. On part un peu vers l'avant, mais on reste plutôt central, avec l'atteinte du récessus vésico-utérin et ces grosses lésions. Donc vous voyez la belle lésion qui comble le récessus vésico-utérin, avec cette adénomyose externe qu'on a abordée un peu plus haut, et une infiltration assez superficielle de la paroi vésicale. Lésion importante. Là, petite idée, très rapide. Bon, tiens, on va voir si c'est un à voir autre chose. On ne va pas durer, mais est-ce que vous voyez autre chose que l'atteinte vésicale? Vous êtes gentil, vous allez plus lentement.
Il y en a un qui a vu quelque chose d'autre? Où ça? Non, les gynécologues n'ont pas le droit de parler. Bon, il y a une atteinte évidente d'utérus à cet endroit-là. On en a parlé au début. Et il y a une atteinte surtout, plus difficile à voir, ici. Un bon gros nodule dans le sigmoïde. Donc, vous verrez qu'à force de les regarder, il ne faut pas... faut faire attention à l'arbre qui cache la forêt. On voit une grosse atteinte vésicale. Eh bien, ces patientes qui ont une grosse atteinte vésicale, elles ont plus de chances d'avoir de grosses atteintes digestives. Et donc, il faut regarder plus à distance. Souvent hémorragiques aussi, les atteintes vésicales. La diapo la plus importante de toutes. Ce qui est très important, là, puisqu'on commence à partir en périphérie, ce sont les atteintes latérales. C'est les plus difficiles à diagnostiquer, les plus souvent loupées, les plus difficiles à voir en échographie, à part certaines études mensongères d'autres pays qui nous expliquent qu'ils peuvent voir des choses incroyables très à distance de la sonde. Donc ça, c'est là que l'IRM est vraiment très, très, très efficace. Ici, je vous ai tracé le plan des ligaments utérosacrés. Le plan des ligaments utérosacrés, il va délimiter par le haut, c'est-à-dire que la partie postérieure de cette ligne-là, c'est le plan des ligaments utérosacrés. Eh bien, c'est le toit des lames sacro-recto-génito-pubiennes qui contiennent les plexus planktniques. Eh bien, quand une lésion sera postérieure, si elle se trouve sous le plan des ligaments utérosacrés, c'est qu'elle infiltre les lames sacro-recto-génito-pubiennes et que le risque de complications neurologiques après chirurgie est plus important. Lorsque cette atteinte passe plus en avant et est en tout cas au-dessus du plan des ligaments utérosacrés, on se retrouve avec un risque différent, qui est un risque urinaire. Donc, chez cette patiente qui a les deux, on a une lésion postérieure qui est ici, sur le plan axial, mais qui plonge vers le bas avec une large infiltration des lames sacro-recto-génito-pubiennes, et une deuxième lésion qui est plus atypique, plutôt kystique, mais qui est plus antérieure et au-dessus du plan des ligaments utérosacrés, et qui, elle, infiltre largement le paramètre, avec une rétrodilatation de l'urtère. Donc ces atteintes latérales sont importantes, et c'est elles qui ont le plus de conséquences en termes de difficultés et de complications lors de la chirurgie. Un petit exemple qui n'a pas une grande importance, c'est une patiente qui avait une atteinte du paramètre ici, avec un petit implant endométriosique, sans anomalie particulière, qui avait une symptomatologie néphrétique cataméniale. On lui fait l'IRM, elle n'est pas dilatée, il n'y a rien de particulier, mais on voit l'anomalie, et elle avait des épisodes de dilatation. C'est bizarre. On lui a refait l'examen pendant ses règles, avec le petit tampon qui est présent, et au moment des règles, là, justement, on a une sorte de petite condensation, inflammation du nodule, qui a produit une rétrodilatation de l'urtère. Alors, on ne fait jamais les IRM spécifiquement pendant les règles, parce que c'est complètement impossible à organiser de façon commune, mais dans certains très très rares cas, on peut avoir un petit intérêt à essayer de le vérifier. Et les lésions latérales, on ne va pas s'appesantir là-dessus, infiltrent également dans les cas les plus sévères les racines sacrées. Donc là, vous avez une lésion du ligament utérosacré gauche qui s'infiltre gentiment vers l'arrière, et vient engainer les racines S2 et S3 chez cette patiente-là. Il y a un petit film, mais il est compliqué à lire, donc on ne va pas le regarder. Vous avez les atteintes du sécom et l'iléon qui sont difficiles à diagnostiquer, parce que souvent confondues avec des matières, dans des zones qui bougent un petit peu, donc il faut les regarder, mais elles peuvent être un peu complexes. Vous avez cet exemple-là, avec un beau nodule qui infiltre la partie postérieure, la paroi postérieure du sécom, vers laquelle vient converger l'ovaire, et une infiltration de continuité ici. Vous avez la dernière enciliale qui est infiltrée également. Donc, c'est plus rare, il faut le savoir pour le regarder, parce qu'on ne le regardera pas sinon. Les atteintes de la paroi abdominale très rapidement, ici ce bon gros nodule, très facile à louper en imagerie, très difficile à louper à l'examen clinique. Donc ça, pour le coup, ce genre de lésion-là, le radiologue le loupe si on ne lui a pas écrit dans le compte-rendu, il y a une douleur cataméniale de la paroi abdominale. C'est facile à diagnostiquer, seulement c'est vraiment les choses qu'on ne va pas regarder en premier. Donc vous, comme vous regardez du centre vers la périphérie, vous allez finir par les voir. Un nodule ici un nodule de l'ombilic, ici un nodule du canal inguinal, peu importe. Les diagnostics différentiels, les principaux diagnostics différentiels, que vous connaissez bien parce qu'on pouvait être amené à les opérer conjointement avec le gynécologue ou même seul, évidemment. Le schwannome, on va pas revenir dessus. Le tail gut cyst, que vous connaissez très bien. Quelque chose que vous n'êtes pas censé connaître, sauf si vous êtes érudit en gynécologie, c'est la MUCA, donc la masse utérine cavitaire accessoire. C'est cette petite boule qui est très très fréquemment confondue avec ce qu'on appelle un adénomiome kystique hémorragique. Donc adénomiose. Adénomiome, c'est la tumeur d'adénomiose, qui peut être kystique et hémorragique, comme dans cet exemple-là. Eh bien, en fait, ce n'en est pas une. Là, dans ce cas-là, c'est une MUCA. On la distingue parce qu'elle est toujours positionnée à la base d'implantation du ligament rond, en général pas associée à de l'adénomiose. Elle a cet aspect-là, toujours un saignement à l'intérieur, et elle a une conséquence,
c'est que contrairement à l'adénomiose ou à l'adénomiome, elle ne se traite pas par un traitement hormonal. On est obligé de l'opérer. Elle donne les mêmes symptômes, mais c'est chirurgical. On a quasi fini. Dernier diagnostic différentiel très important, les varices pelviennes. Alors là, vous n'interviendrez jamais pour les traiter en théorie. On demande à tout le monde de les regarder. Donc on a cet exemple-là, avec une patiente qui se retrouve avec ce réseau variqueux, ici, ces petites varices dans cette zone-là. Évidemment, comme tout bon radiologue, on se jette dessus pour l'emboliser dès qu'on les voit. Donc on l'a fait. Cette patiente-là, avec ses belles varices ici, a été embolisée comme il faut. Elle vient pour son rendez-vous de contrôle. Elle nous explique qu'elle a moins de douleur, moins de pesanteur pelvienne. Les rapports sont moins douloureux. Mais elle a toujours ces douleurs à l'exonération qu'elle décrivait initialement, qui n'étaient pas très typiques des varices pelviennes. On lui fait son contrôle, plus de varices. La même patiente. Hein. Puis on regarde un peu. Et chez la même dame, elle avait tout simplement la fistule, une jolie petite fistule anale qui a été traitée ensuite. Donc faites attention à cela lorsque vous regarderez les comptes rendus. Vous, normalement, vous êtes plus sensibilisé que ça. Il n'y a rien pour l'endométriose. Elle doit partir du promontoire et couvrir l'intégralité du canal anal. 1. Parce que vous allez le voir tout à l'heure, elle nous permet de mesurer la distance de la lésion vis-à-vis du canal anal, ce qui semble une évidence pour un cancer colorectal, mais beaucoup moins pour un radiologue qui a l'habitude de faire plutôt de la gynéco. Mais elle nous aide à trouver les diagnostics différentiels qui peuvent être, dans certains cas, très trompeurs. Dernière diapo, qu'est-ce que vous voyez? C'est fini après. C'est pour essayer de vous remettre un peu dans vos bases. Je repars doucement. Donc, endométriose, dysménorrhée, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un truc dans le sigmoïde. Elle a une grosse endométriose surmontée d'un magnifique cancer du sigmoïde. Bon, c'est possible d'avoir les deux, même à 35 ans quand même. Pas un grand intérêt, mais bon, je me suis dit que ça pourrait vous plaire d'avoir une image comme ça. Mauvais karma. Merci beaucoup. De temps en temps, on a des transformations malignes d'endométriome en tumeur. Et est-ce qu'il y a une iconographie particulière ou des séquences particulières? D'endométriome ou d'endométriose? L'endométriose est un facteur de risque effectivement de cancer, mais très très faible. D'endométriome, j'en ai jamais vu encore. D'endométriose. Endométriome devenu cancer de l'ovaire, ouais. Pas l'exemple chez moi, donc c'est quand même quelque chose de très rare. Et au niveau de l'endométriose qui se transformerait. Oui, c'est un facteur de risque. Ouais, et ça, vous le voyez à l'imagerie ou c'est la biopsie qui va être. Le fait qu'une endométriose soit en fait une tumeur, ça dépend du type de tumeur. Si c'est face à une tumeur colorectale, oui, pas très compliqué. Ensuite, la transformation, l'association cancer de l'endomètre ou cancer des annexes, normalement, on est censé les différencier. Après, on peut tomber sur des cas vraiment très compliqués, mais rarissime, chez rarissime, de complexes tubo-ovariens très volumineux au sein duquel on aurait une tumeur de la trompe. On est vraiment dans des situations exceptionnelles. Les rares cas, on les a tous diagnostiqués pour l'instant. Moi, je n'ai pas d'exemple pour l'instant de finalement il y avait une tumeur. Ça, c'est jamais arrivé. Le seul exemple de finalement il y avait une tumeur, c'était cancer du canal anal, loupé, parce qu'on a vraiment regardé l'adénomiose et on n'a pas vu qu'il y avait un cancer du canal. Ça, c'est l'erreur. On va peut-être en parler après, mais moi j'ai 3 cas en tête en 7-8 ans d'endométriose et au final on découvre, alors soit en père opératoire, soit sur pièce, qu'il y avait un cancer. Où ça? Du rectosigmoïde. Pour l'instant, c'est peut-être de l'arrogance, mais on ne nous en a pas encore rapporté. Hein. Sincèrement, donc c'est peut-être aussi une difficulté d'analyse des cas particuliers, mais c'est rare. Et en général, à moins d'avoir une minuscule, tu peux toujours avoir un sale petit polype dégénéré que tu ne vas pas voir, mais quelque chose de gros, normalement, on le voit. Parfait, merci beaucoup.